Bonjour à tous et bienvenue dans Pour tout vous dire. Avec son pacte vert, l'Europe s'est fixé un cap volontariste pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais les conséquences sont lourdes pour l'économie, pour la filière automobile française par exemple, qui doit se préparer à la disparition programmée du moteur thermique et qui voit dans ce Green Deal des mesures dévastatrices. Si les efforts pour protéger la planète sont vitaux pour l'avenir, comment peuvent-ils être compatibles avec les intérêts économiques? Quelles pourraient être les conséquences des mesures prises par l'UE dans le contexte de la globalisation? Comment emmener 450 millions de citoyens dans cette conversion? Et surtout, seront-ils à même de résoudre la crise environnementale? Ce sont quelques-unes des questions que nous nous poserons dans cette émission. Philippe Charlez et Jean-Marc Daniel sont avec nous pour tenter de répondre à ces questions. Je vais vous les présenter dans un instant. Et puis, nous recevrons tout à l'heure Veroushka Bekar qui viendra nous parler de Cao Cao, une nouvelle plateforme de VTC éco-responsable. Bonjour Philippe Charlez et Jean-Marc Daniel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente tout de suite. Philippe Charlez, vous êtes énergéticien, auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur la transition écologique. Vous êtes enseignant à Sciences Po, Dauphine, Mines ParisTech et d'autres établissements. Et vous êtes l'expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. Vous venez de publier Utopie de la croissance verte chez Lafon. Et vous, Jean-Marc Daniel, vous êtes un économiste, professeur émérite d'économie à ESCP Business School. Vous êtes chroniqueur sur une chaîne d'infos continue et votre dernier ouvrage est paru en 2021. Il s'intitule « Il était une fois l'argent magique, contes et mécontes pour adultes au Cherche Midi ». Mais vous avez un autre ouvrage dont vous allez nous parler qui est sorti très récemment, je crois. Oui, absolument. L'année 2021 a été une année particulièrement féconde pour moi. Donc, l'argent magique, c'était le printemps. En cet automne, c'est une histoire de l'économie mondiale. Donc, il était une fois l'argent magique, c'est un peu l'actualité immédiate. L'histoire de l'économie mondiale, on commence à l'empereur romain Tibère. Donc, c'est un vaste parcours dans le monde et dans le temps. Très bien. Alors, depuis l'annonce du pacte vert pour l'Europe jusqu'à aujourd'hui, près de 2 ans se sont écoulés. Tout de suite, je vous propose un retour rapide sur les grandes orientations prises par l'UE pour sa transition verte. Le 11 décembre 2019, la Commission européenne présentait le pacte vert pour l'Europe. Également connu sous le nom de Green Deal, c'est une feuille de route qui vise à rendre l'Europe neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Il est le cadre de toutes les nouvelles législations proposées par la Commission européenne à partir de 2020, englobe tous les domaines de l'économie et se présente comme la nouvelle stratégie de croissance de l'UE. Pour concrétiser ces projets, la Commission a conçu un plan d'investissement annoncé le 14 janvier 2020, au moins 1 000 milliards d'euros d'investissement durable dans les 10 prochaines années grâce aux instruments financiers de l'UE auquel s'ajoutera la mobilisation de ressources provenant d'acteurs privés. Depuis lors, les plans d'action se sont multipliés. Ils concernent par exemple la gestion de l'économie des océans, avec une stratégie pour une économie bleue durable dans l'Union européenne, l'agriculture, avec un accord pour une politique agricole commune plus verte et renationalisée, ou encore un plan contre la pollution. L'UE a relevé son ambition climatique dès septembre 2020. Elle cible désormais une baisse de 55% des émissions par rapport à 1990, au lieu de 40% d'ici 2030. L'accord sur ce point a été entériné entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE le 24 avril 2021. Enfin, en juillet 2021, la Commission a dévoilé un paquet climat avec l'objectif de transformer l'ambition de neutralité climatique en actions politiques concrètes. Il s'agit d'un ensemble de textes nommés Paris pour 55 ou Fit for 55 en référence à l'objectif de réduire ses émissions de carbone de 55% à l'horizon 2030. Parmi ces mesures, des objectifs bien concrets comme l'arrêt des ventes de véhicules à moteur thermique et hybride à partir de 2035 ou encore la taxation progressive du kérosène sur 10 ans, au moins pour les vols intérieurs de l'UE,
et surtout la réforme du marché du carbone. Avec cette troisième révolution industrielle annoncée, l'Europe se place comme le continent le plus ambitieux en matière d'objectifs climatiques. Reste à savoir si la course contre la montre face à l'urgence peut encore être gagnée. Alors le plan d'investissement pour une Europe durable mobilisera, donc on vient de l'entendre, grâce au budget de l'UE et ses instruments connexes, au moins 1000 milliards d'euros d'investissement privés et publics au cours de la prochaine décennie. Concrètement, Jean-Marc Daniel, comment l'UE parviendra-t-elle à mobiliser les fonds nécessaires pour financer sa transition? Alors, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un des premiers problèmes auxquels a été confrontée l'Union européenne, c'est pourquoi faire. Et donc, elle est en train de définir ce qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire la liste des choses qui vont correspondre à ces 1000 milliards et qui pourraient être considérés comme étant des investissements verts. Donc, il y a un travail bureaucratique initial qui fait que la réalité concrète ne sera pas forcément au rendez-vous des années et des échéances qui sont fixées. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, tous les acteurs se sont mis un peu sur ce créneau, y compris la Banque centrale, dont certains ont dit que ce n'était pas forcément sa vocation première, puisque Madame Lagarde a annoncé que, dans le cadre du quantitative easing, elle favoriserait les obligations, les émissions d'obligations finançant des investissements verts. Et donc, il y a une partie de l'activité, une partie du financement qui viendra des acteurs privés, avec cette idée qu'il y aura la carotte de la possibilité de faire racheter toutes ces obligations par la Banque centrale. Et puis ensuite, effectivement, il y a énormément de crédits. Ce qu'il y a de frappant, c'est que les plans s'enchaînent. Et je parlais de taxonomie, il y a quand même des contradictions ou des incohérences dans les priorités. Il y a des périodes où on nous parle de la priorité, c'est le carbone, le réchauffement climatique. Et puis ensuite, on l'a bien vu dans le reportage, après il y a eu la gestion des océans. Après, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, il y a le fait de favoriser la filière hydrogène. Bon, il y a encore une fois, tout un travail qui est un travail où il y a des chiffres qui sont affichés, dont on a du mal à savoir à quoi ils correspondent, et dont on a du mal à savoir exactement à quoi ils vont être consacrés. Donc, pour répondre concrètement à votre question, il y a quand même cette idée que quelque part, il faut associer le secteur privé à l'opération et qu'il faut inciter le secteur privé et les ménages à faire des efforts financiers, mais aussi efforts dans leur vie quotidienne. Voilà, c'est un plan qui concerne l'ensemble de l'économie et même des citoyens de l'Europe. Alors, certains secteurs vont devoir envisager une reconfiguration presque complète de leur activité. C'est le cas, par exemple, de l'automobile. Comment ces industries, et l'automobile est notamment emblématique de la société de consommation basée sur l'utilisation des énergies fossiles. Comment des industries comme celle-ci pourront-elles, d'après vous, s'adapter, Philippe Charlez ? Donc, alors, la première chose, c'est que, comme on l'a dit dans le reportage, l'Union européenne envisage de sortir de la voiture thermique en 2035. Il faut savoir qu'aujourd'hui, y compris hybride, il faut savoir qu'aujourd'hui, une voiture thermique, sa durée de vie, c'est environ 20 ans. Dans les années 50, c'était 5 ans. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 ans. Donc, ce qui veut dire que les voitures thermiques, les dernières voitures thermiques courront encore jusqu'en 2055. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est si on arrête les voitures thermiques, c'est pour les remplacer par quoi ? On va arrêter la production en 2035, mais donc on aura toujours pour les remplacer par quoi ? Et donc là, je pense que à la fois les pays européens et l'Union européenne poussent les constructeurs à aller tête baissée dans l'électrique, et je crois que c'est une erreur. Quand on regarde l'électrique, moi je suis tout à fait favorable à l'électrique, mais l'électrique est essentiellement adapté et dédié à l'urbain et au périurbain, donc c'est-à-dire relativement des courtes distances et des longs temps de charge. Donc vous prenez votre voiture, vous avez chargé votre voiture le soir chez vous, vous la prenez le matin pour aller travailler, vous la rechargez au travail et vous revenez. Par contre, sur les longues distances, quelles que soient les technologies, ça devient tout à fait ingérable. D'ailleurs, pas seulement en termes de voitures, mais aussi en termes de réseau. Imaginez un 1er juillet, quand tout le monde veut arriver le plus vite possible sur la Côte d'Azur pour se faire bronzer. Tout le monde veut charger sa voiture en même temps. Vous allez faire exploser le réseau. Et à coup sûr, vous allez passer vos vacances, non pas sur la plage, mais sur le parking de l'autoroute à attendre la prise. Et puis, c'est vraiment écolo, la voiture
voiture électrique? Alors la voiture électrique n'est pas nécessairement écolo, du moins aujourd'hui, puisque la fabrication des batteries est très émettrice de CO2 et on sait que le kilométrage de compensation d'une voiture thermique pour émettre moins que la fabrication des voitures électriques peut prendre plusieurs dizaines, voire au-delà de 100 000 km pour les très grosses voitures. Et donc je dirais qu'à un horizon plus lointain, pour les longues distances, aussi les fortes puissances qui concernent les camions, les trains, les bateaux éventuellement, il y a effectivement l'hydrogène qui peut remplacer à ce moment-là le pétrole. Donc moi, je développe relativement une option électricité pour courte distance et petites voitures faible puissance et hydrogène pour les plus longues distances, donc on va dire supérieur à 150 km par jour. Mais je doute que l'hydrogène soit prêt pour remplacer en totalité le thermique en 2035. Donc une fois de plus, je crois que c'est ce que j'appelle un agenda inversé, c'est-à-dire on donne un objectif, d'ailleurs comme les 55%, sans tellement se poser la question de savoir comment on va y arriver. C'est un peu le problème, hein. Alors l'agriculture est un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et c'est aussi une industrie très impactée par le pacte vert européen. Est-ce qu'avec ces mesures qui risquent de diminuer la production agricole européenne, l'Europe ne se tire pas une balle dans le pied? Alors, d'une certaine façon, l'Europe se tire une balle dans la pied en la matière. C'est quand même, avec les États-Unis, la première ou la deuxième puissance agricole du monde, l'Europe. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux raisons qui font que l'Europe s'engage là-dedans. La première raison, c'est que sur le gaz carbonique, sur le CO2, l'Europe n'est pas directement productrice de charbon et de pétrole. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. La Chine est un grand producteur de charbon. Et donc, l'Europe, là, n'a pas d'effort immédiat à faire. C'est-à-dire qu'elle utilise des produits qui arrivent de l'extérieur ou elle fait du nucléaire. En revanche, sur l'agriculture, qui est productrice de méthane, en particulier au travers de l'élevage, elle est directement... Un gaz à effet de serre encore plus puissant, plus virulent que le gaz carbonique. Et donc, le méthane est directement lié à l'élevage bovin, essentiellement. Donc, premier élément, si l'Europe doit faire un effort, elle doit plutôt centrer son effort sur cet aspect-là que sur les aspects où les autres pays sont plus directement et immédiatement concernés. Le deuxième élément, c'est que la politique agricole commune permet à l'Europe d'avoir une action, puisque c'est une politique qui est mutualisée. Donc, ça avait déjà commencé, d'ailleurs, le greenwashing, entre guillemets, le retour vers le vert de la politique agricole commune, lorsque dans les années 90, qu'on appelait les réformes McCharry, on a décidé de payer les agriculteurs, non pas sur la quantité produite, mais sur le niveau, la surface exploitée, avec des conditions qui étaient des conditions, effectivement, de respect de la nature, de respect de la biodiversité. On continue et on prolonge dans cette direction, mais les agriculteurs le disent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La première conséquence, ça va être que normalement, les prix vont augmenter. Et donc, une des forces de l'Europe, c'est qu'elle avait fourni à sa population une alimentation à un niveau de prix relativement raisonnable. Là, maintenant, on va partir dans l'autre sens. Et ça s'accompagne de ce fait d'un discours sur le fait qu'il faut consommer moins de viande. Il faut revoir le type de consommation que l'on a. Je prendrai juste un exemple très rapide sur le débat qui a eu lieu en Suède cet hiver sur les aspirateurs. C'est-à-dire que les dirigeants suédois se sont aperçus que les aspirateurs qui fonctionnent à l'électricité étaient alimentés par une électricité qui arrivait de Pologne, et quelle électricité était fabriquée à partir de charbon. Donc c'était la pire chose que l'on puisse concevoir. Et donc ils se sont lancés dans une campagne demandant aux gens d'arrêter de passer l'aspirateur pour retrouver les balais anciens et se mettre à passer des balais. Et donc il y a eu un vrai débat qui s'est terminé par la démission du gouvernement sur le thème, est-ce que au nom de la préservation de la nature, il ne va pas falloir revenir à des pratiques anciennes et perdre un certain niveau de confort qui avait été garanti par le développement industriel. Et donc dans l'agriculture, c'est aussi la même chose. Est-ce qu'il ne va pas falloir revoir nos habitudes alimentaires, quitte à abandonner la consommation de produits qu'on considérait comme étant tout à fait accessibles pour l'ensemble de la population. Et on se pose même la question de la décroissance aujourd'hui. Oui, absolument. Est-ce qu'on va continuer à manger de la viande ? Alors, si on regarde l'aspect international de la politique commerciale de l'UE, la Commission européenne a publié le 18 février sa nouvelle stratégie commerciale qui conditionne l'accès au marché intérieur à un surcroît d'efforts en matière climatique et de lutte contre la perte de biodiversité. Philippe Charlez, l'Europe a-t-elle les moyens
de tenir ce rang de champion finalement de la lutte contre le réchauffement climatique? Et aussi, est-ce qu'elle a les moyens dans ses négociations avec ses partenaires d'imposer ce levier? Alors, il y a déjà un point qui est quand même assez important. Il faut savoir que les échanges commerciaux en Europe sont à 80% des échanges intra-européens. Donc, ce qui veut dire que finalement, l'Europe est protégée d'elle-même à partir du moment où les pays européens, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas, collaborent et échangent entre eux. Maintenant, en matière de commerce international, l'Europe aurait évidemment tout à gagner à uniformiser ses règles parce que au moins tout le monde parlerait à peu près de la même voix. Évidemment, on en est loin. Une uniformisation de la fiscalité, une uniformisation du droit du travail, une uniformisation du coût du travail aiderait évidemment l'Europe à parler d'une seule voix vis-à-vis à la fois de la Chine et des États-Unis. Après, en matière de transition énergétique, je dirais que il ne faut pas non plus que l'Europe pense parce qu'elle va se verdir. C'est vrai que le vent et le soleil appartiennent à tout le monde, mais par contre, les instruments ou les équipements qui transforment le vent et le soleil en électricité dépendent de ce qu'on appelle les terres rares, qui notamment sont encore plus mal distribuées dans le monde que le gaz et le pétrole. Et on sait notamment que une partie très importante des terres rares se trouve notamment en Chine. Et donc, moi, j'avais posé la question à plusieurs hommes politiques français. Est-ce qu'on serait prêt ou pas, en Europe, par exemple, à rouvrir des mines de terres rares pour rendre beaucoup plus compétitif la fabrication de ces équipements éoliens, batteries, panneaux solaires? Globalement, l'Europe est parfois très contradictoire, à la fois dans ses objectifs, où on nous laisse espérer notamment une réindustrialisation, etc. Mais cette réindustrialisation implique parfois des changements de comportement qui sont relativement mal acceptés, et particulièrement en Europe. C'est toute la difficulté, enfin c'est une partie de la difficulté. Vous avez mentionné à l'instant le système des quotas d'émissions de carbone. C'était un des gros dossiers du plan Fit for 55 annoncé le 14 juillet dernier. Ce plan a porté le prix du carbone en Europe à un niveau historique. On est à 60 € environ. Là, voilà. Est-ce que ces quotas seront suffisants d'après vous, et ou est-ce qu'il faudrait vraiment limiter la circulation? Alors, le marché du carbone, je crois, Jean-Marc Daniel, ça doit dater de 2005-2006 à peu près. Et ça a été une catastrophe pendant à peu près 15 ans, due à la crise des subprimes, puisque les quotas étaient trop élevés et la décroissance économique au moment de la crise des subprimes a fait que les quotas étaient beaucoup trop élevés, et donc le prix du carbone ne valait rien, ça valait en dessous de 5 €. Et il y a eu une révision des quotas, c'est en 2018 ou 2019, qui ont conduit aujourd'hui le carbone à 60 € la tonne. Là, en matière de marché du carbone, ça va plutôt dans le bon sens, excepté que ça risque de pénaliser la note énergétique des Français, voire de l'ensemble des Européens. Mais malheureusement, il n'y a pas de secret. La transition énergétique, elle aura un coût. Et je dis toujours d'ailleurs que l'écologie et la transition énergétique, c'est plutôt un sport de riches d'ailleurs. Beaucoup de réponses à toutes ces questions se trouvent entre les mains des consommateurs, finalement. Les consommateurs, il faut qu'ils acceptent effectivement le fait qu'on va leur rendre un service. C'est-à-dire que au moment de la COP 21, un certain nombre d'économistes, dont Jean Tirole, de nos prix Nobel, avait évalué à entre 5 et 10% la baisse de pouvoir d'achat immédiat que ça représentait pour la population. Mais il avait dit, il faut mettre en regard de cette baisse de pouvoir d'achat l'amélioration du bien-être, qui est le fait que on va être sur une planète qui va redevenir vivable. C'est-à-dire que si le climat nous rend la vie impossible, le pouvoir d'achat, il sera inexistant, parce que si on meurt, on n'a plus de pouvoir d'achat. Alors, on a vu que les objectifs de l'Union européenne sont très ambitieux. Vous avez publié il y a peu de temps un ouvrage qui s'intitule « L'utopie de la croissance verte ». Pour vous, est-ce qu'il est envisageable d'avoir effectivement cette croissance verte dont on parle depuis tout à l'heure ? Alors oui, à condition de prendre le problème de façon extrêmement pragmatique, en gommant 2 mots de votre vocabulaire, c'est l'émotion et la passion, et de faire quelque chose d'extrêmement pragmatique en oubliant toute idéologie.
Donc cette croissance verte, 100% verte, non, elle n'est pas possible. Donc c'est-à-dire on ne peut pas faire de croissance avec des énergies qui sont intermittentes et qui vous fournissent de l'électricité entre 10 et 20% du temps. Elles peuvent participer tout à fait à la croissance, mais vous aurez besoin pour faire cette croissance donc d'énergie, je vais dire, dont on dit en termes énergétiques, elles sont pilotables. Je dis toujours que l'énergie, il faut qu'elle soit disponible quand on veut, où on veut et combien je veux. Voilà. On puisse appuyer sur le bouton et l'électricité Voilà, exactement, c'est ça. J'appuie sur le bouton et l'électricité est là et j'attends pas qu'il y ait du vent ou qu'il y ait du soleil pour qu'il y ait de l'électricité. Et donc vous avez en fait deux leviers essentiels ou deux énergies essentielles pour compenser et donner une pilotabilité au mix électrique. C'est le gaz d'un côté. Alors le gaz a un inconvénient, c'est que ses cours sont très volatiles, et de l'autre, le deuxième inconvénient, c'est que bien que ça émette beaucoup moins de gaz à effet de serre, 2 fois moins à peu près que le charbon, ça en émet quand même. Et puis vous avez le nucléaire qui revient évidemment sur le tapis et qui fera inévitablement partie de notre mix énergétique du futur. Donc ça veut dire que de toute façon, même à l'horizon 2050, dans le mix énergétique, on aura toujours des fossiles, probablement presque plus de charbon, beaucoup moins de pétrole, mais encore beaucoup de gaz. Et donc c'est pour ça qu'on va atteindre non pas zéro fossile, mais ce qu'on appelle la neutralité carbone. Il y a une différence entre les deux, c'est que la neutralité carbone, ça veut dire plus d'émissions, alors que zéro fossile, ça voudrait dire pas de fossiles du tout. Et donc ça veut dire que les émissions qui auront encore lieu devront être compensées. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut utiliser ce qu'on appelle le carbon capture storage, donc c'est-à-dire récupérer le CO2, notamment dans les fumées des gros émetteurs d'usines ou bien de centrales électriques, et le réinjecter dans le sous-sol. Et grâce à la taxe carbone à environ 100 €, cette technique deviendrait tout à fait économique. Jean-Marc Daniel, je vous laisse conclure quelques mots pour finir. Oui, je pense qu'un des grands enjeux de ce qui nous attend, c'est la capacité qu'ont les dirigeants à nous faire partager la nécessité de l'effort. C'était, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille revenir au balai comme on le disait en Suède, mais il faut accepter les hausses de taxes carbone, il faut accepter la logique qui était celle quand il y a eu le choc pétrolier, qui était la chasse au gaspille. Vous vous souvenez, dans les années 70, le grand slogan, c'était la chasse au gaspille. Je crois que l'enjeu énergétique, l'enjeu écologique doit être partagé par l'ensemble de la population et pas uniquement la Commission européenne et la BCE. Nous allons maintenant accueillir la troisième invitée de cette émission qui va nous parler d'une start-up de la Green Tech qui s'appelle Cao Cao. Bonjour Verouchka Bekar. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes la directrice du développement, du marketing et de la communication de la start-up Cao Cao Mobility Paris, qui est une nouvelle plateforme de VTC avec la particularité d'être éco-responsable. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Mais pour commencer, pourriez-vous nous parler de Cao Cao et de ses spécificités dans le paysage des VTC à Paris avec des véhicules à l'allure très londonienne? Tout à fait. Alors, on est effectivement une start-up. On a démarré notre activité en août 2019, c'est-à-dire la société a été créée en France en août 2019. On a commencé notre activité en janvier 2020. On est en fait une start-up avec un groupe automobile derrière, qui est le groupe automobile Geely, qui est notre investisseur principal. Geely, que l'on connaît notamment pour Lotus, Volvo et actionnaire aussi chez Daimler. Ils ont également Polestar, les Kenco. Et ils ont décidé en fait de sortir le modèle de Cao Cao à l'extérieur de la Chine. En Chine, il faut savoir que c'est 60 millions d'utilisateurs. Ils ont commencé en 2015. Et ils ont une particularité en Chine, c'est les véhicules sont des véhicules Geely, 97% électriques. Donc quand ils ont décidé de s'implanter en Europe, ils ont choisi Paris. Alors pourquoi Paris? Parce que plateforme économique, hub au niveau de la mobilité également. Et ville très appréciée des touristes chinois. Très appréciée, voilà, des touristes chinois. Et puis également notre président directeur général, qui est également un des investisseurs, Monsieur Liu, qui était déjà à Paris et qui a fait pencher la balance, si je puis dire, sur Paris. Donc notre particularité, c'est que nous avons des véhicules uniquement, on va dire plutôt
conscient de l'environnement, puisque on a donc le véhicule que l'on voit à l'heure actuelle à l'écran, qui est le LEVC TX, hein, qui est donc produit par LEVC à Coventry, en tant que flotte élégance. Et on a une deuxième flotte qui est la flotte atmosphère, qui est là un modèle un peu plus générique, c'est-à-dire des chauffeurs qui nous rejoignent avec des véhicules qui doivent être à minima hybrides essence. Nous n'avons pas du tout de thermique dans notre flotte. Donc voilà la particularité. Donc, alors ça, c'est un pari, hein. Je crois que la tendance est déjà assez forte pour la voiture électrique en Chine. Donc, pouvez-vous nous parler de ce concept d'éco-responsabilité qui vous caractérise? Oui, donc ce que je disais, c'est vrai que c'est au sein de notre ADN. Et donc, on a souhaité proposer, notamment, on voit l'évolution dans les villes aujourd'hui. On a besoin de proposer une solution qui est bonne pour l'environnement, bonne pour les habitants. Et donc, on a décidé d'arriver avec un modèle de véhicule déjà qui a été construit pour la mobilité, puisque le TX est un véhicule que l'on ne peut pas prendre pour un usage personnel. Hein, il est vraiment construit pour ça. Et qui a notamment... donc il est freinage régénératif, donc c'est une version de l'hybride, on va dire, et qui permet d'être à 6. Donc on voit bien que ça correspond à des tendances. Et puis ensuite, on a un modèle économique qui fait que, pour ça qu'on l'appelle éco-responsable, au niveau responsable, puisqu'on est en train d'un peu changer le modèle des VTC classiques, puisqu'on commence à recruter des chauffeurs en CDI. Alors, les entreprises de la Green Tech se développent énormément, en Chine beaucoup, mais aussi ici en Europe. Il existe des outils pour mesurer l'efficacité des mesures prises pour essayer de limiter les émissions de CO2. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Philippe Charlez ? Oui, alors il y a en fait deux grands, indicateurs sans biais, donc qui sont réellement représentatifs, qui sont assez simples en fait. Hein. Le premier, moi, que j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique. Donc en fait, c'est le rapport entre la quantité d'énergie dépensée par un pays et sa production de richesse, son PIB. Donc ça s'exprime en kilowattheure par euro. Et donc en Europe, on peut considérer qu'on est un peu champion du monde de l'intensité énergétique, puisqu'on est aux environs de 1 kWh par euro, et il y a même des pays comme la Grande-Bretagne ou l'Irlande qui sont à 0,8, 0,7. Le deuxième indicateur, ce qu'on appelle l'intensité carbone, donc là c'est la quantité d'énergie divisée par la quantité de CO2, donc c'est le nombre de kilos de CO2 par mégawattheure. Donc si vous avez un mix très carboné, il est très élevé, si vous avez un mix décarboné, il est beaucoup plus faible. Et en fait on remarque que cet indicateur est beaucoup moins discriminant que l'autre, parce qu'en fait on peut faire de la croissance économique aussi bien avec un mix décarboné qu'avec un mix beaucoup plus carboné. Et donc c'est pour ça qu'il faut être optimiste, c'est quand on regarde à la fois en intensité énergétique et en intensité carbone, on pourrait produire la même quantité de richesse avec les meilleures technologies et les meilleurs comportements en consommant 5 fois moins d'énergie. Donc il y a quand même largement des grosses améliorations mondiales en termes, je vais dire, d'efficacité globale du système énergétique et environnemental mondial. D'accord. Et puis, Veroushka Bekar, vous nous avez parlé donc d'éco-responsabilité. C'est un atout majeur, voire nécessaire aujourd'hui pour séduire les consommateurs, d'après vous ? Alors, je pense que c'est comme on va dire en anglais, hein, excusez-moi, un must-have. Dans le passé, c'était un nice-to-have. On l'a vu dans différents secteurs. Hein. Par exemple, les palais des congrès, c'était un peu le cas à l'origine. C'est-à-dire qu'on choisissait un palais des congrès en fonction de son niveau d'émissions carbone. Mais c'était un nice-to-have. Maintenant, ça fait partie du cahier des charges. Pour ce qui arrive sur les véhicules, on voit bien les villes, et notamment on le voit en France à travers les zones, les ZTL, comme on les appelle, hein, qui sont les zones de transport à faible émission, c'est en train de se mettre en place dans un certain nombre de villes, donc on est obligé d'apporter une solution pour que les gens puissent se déplacer, notamment vraiment une de nos caractéristiques que je n'ai pas mentionnées, qui sont, on le voit à l'écran, tous nos véhicules sont accessibles, donc ça permet aux personnes à mobilité réduite également de se déplacer. Donc en fait l'idée c'est d'avoir une solution qui est bonne pour l'environnement, bonne pour les habitants et qui correspondent également au changement des villes actuelles, comme on peut le voir à travers le monde. Jean-Marc Daniel, pour finir, vous voulez réagir sur justement cette nécessité de s'adapter à cette demande aussi ?
Oui, oui, absolument. Ce qui, je trouve intéressant, c'est qu'on a fait un focus sur le transport, qui est un élément clé, effectivement, des émissions de gaz à effet de serre. Hein. C'est à peu près un tiers quand on regarde la consommation des ménages. L'autre grand enjeu, c'est le logement. Et donc, là, il y a aussi un effort considérable à faire. Je pense qu'on est assez bien engagé dans tout ce qui est autour du transport, et que sur le logement, il va falloir faire des efforts considérables, parce que c'est la moitié, pratiquement, au niveau des ménages, des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. Et là, les ménages vont encore être mis à À contribution. contribution, oui, absolument. Si on chauffe les appartements à 16-17 degrés, comme on l'envisageait à certaines époques au lieu de 22 degrés, il faudra que les ménages s'adaptent à ça. Tout en passant le balai. Tout en passant le balai, ce qui la réchauffera, et en mettant un gros pull. Voilà, merci beaucoup à tous les trois, Verouchka Bécard, Jean-Marc Daniel et Philippe Charlez, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.